le groupe, de toute façon, grosso modo, donc c'est des séances de 3 heures, une fois par mois, sur 6 séances. L'idée, c'est bien sûr, de toute façon, que ce soit en groupe ou ailleurs, hein, l'idée, c'est de présenter un peu la situation, que les parents se sentent euh, inclus dans ce groupe-là, se sentent reconnus à leur plus juste place. Et donc, il y a des échanges libres. Et puis ensuite, nous, on apporte un peu le contenu, on essaie d'avoir un peu des retours des parents et les parents qui repartent à la fin de chaque séance avec des outils, des exercices, alors c'est pas très beau à dire comme ça, à essayer de mettre en place à la maison. Et le but, c'est que à la prochaine séance, on reparle un peu de ce qui a été possible à mettre en place, qui a été, pourquoi ça n'a pas été ou compliqué. Et le but, c'est de faire évoluer un peu ce groupe et de le faire vivre. Ouais, l'idée, c'est que les supports sont surtout là pour permettre l'échange et que dans le contenu des groupes, il y a quand même les échanges qui sont très importants et là, ils sont spontanés de la part des familles. Bien sûr que le support va permettre aux familles de pouvoir venir revenir sur des choses qui ont pu être dites, mais comme on disait tout à l'heure, on a mis en place ce dispositif, ce centre d'aide aux parentalités. Euh, on l'appelle centre d'aide aux parentalités parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas une seule parentalité, qu'il y a des parentalités et il n'y a pas de recette, mais il y a des outils qu'on peut tenter de mettre en place, surtout dans des situations où les choses sont devenues extrêmement problématiques, où la crise est prégnante et où parfois c'est important de pouvoir avoir des repères et des outils sur lesquels on puisse s'appuyer pour pouvoir essayer de sortir des situations qui sont devenues impossibles à gérer au quotidien. On peut peut-être rester un peu sur cette diapo pour essayer de vous expliquer un peu plus en détail le contenu du programme. L'idée, de toute façon, pour tout le monde, vu que beaucoup de gens sont aussi pas sur Garonne et sur Toulouse, c'est de pas vous donner envie de venir à ce groupe en sachant que si c'est trop loin, c'est pas possible, mais au moins de vous donner des outils de la méthodologie, celle qu'on s'est appropriée pour présenter aux parents sur Toulouse. Mais l'idée, c'est de vous parler un peu du concept, des outils. Voilà. Donc, nous, ce programme-là, on s'est beaucoup appuyé sur la résistance non violente. Comme on l'a dit au début, l'idée, c'est de renforcer un peu le parent dans sa présence parentale à la maison, d'essayer un peu de l'outiller sur comment communiquer au mieux avec le jeune, comment réagir ou ne pas réagir lorsque le jeune a des situations, non pas de crise, souvent dans ces cas-là, mais plus de blocage, où le jeune, par ses difficultés, ses troubles anxieux majeurs, n'arrive pas à faire ce qui était prévu, n'arrive pas à sortir, aller à l'école, se séparer de son parent, à faire des tâches à la maison. Donc là, on fait souvent nous, au début un point sur les éléments de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Donc là, on parle bien d'un contexte de troubles anxieux majeurs où, quand on parle de déscolarisation, c'est pas un jeune qui a la flemme d'aller en cours, qui s'oppose ou qui se marginalise parce qu'il trouve que aller à l'école, c'est has-been ou c'est pas pour lui. Là, c'est vraiment quelque chose qui s'est installé progressivement, avec des absences souvent perlées. Donc, c'est pas forcément un désavertissement scolaire. C'est des jeunes qui sont souvent avec des bonnes capacités de compréhension, qui ont souvent un bon niveau scolaire. Et donc, on essaie ensemble de comprendre l'origine de la dégradation de la situation à la maison. Et donc, souvent, pour les jeunes, on essaie de questionner et s'il y a eu des éléments de rupture, des traumatismes plus jeunes, si l'école est une problématique aussi qui s'est transmise de parents à enfants, si par exemple donc, le parent a eu des problèmes de santé, si le parent lui aussi était déscolarisé étant plus jeune, ou s'il y a une anxiété aussi chez le parent. Pour les jeunes, on voit aussi s'il y a des phobies importantes en dehors de l'école. Le but, c'est vraiment de pointer du doigt et d'avoir conscience de ce qui se passe sous la déscolarisation.
Donc là, on peut vous montrer un de nos outils pour essayer de creuser avec les parents ensemble et de comprendre la situation. C'est le principe de l'iceberg, où en gros, le haut de... Donc là, c'est un garçon, un jeune qui est replié sur lui-même. Le haut, là, c'est le sommet de l'iceberg, qui est donc la partie visible. Donc là, on va dire que c'est la déscolarisation, ce qui souvent pose problème de manière sociétale à l'école ou à la maison. Donc tout ce qui est en dessous, c'est l'ensemble des troubles qui soient euh, qui soient rattachés aux jeunes ou au reste de la famille. Ça peut être aussi une pathologie somatique qui a demandé une grosse hospitalisation, soit chez le jeune, soit chez l'enfant, chez le parent, pardon. Des difficultés à se séparer, donc des angoisses depuis tout petit, des moments de rupture comme un déménagement, une séparation du couple parental, un changement de situation professionnelle aussi du parent qui est beaucoup moins présent à la maison, qui est souvent absent en déplacement professionnel, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment quelque chose que le parent peut travailler aussi de manière posée à la maison ou en couple ou seul ou en famille. On va essayer de creuser un peu sur les éléments d'origine, du passé. De la même manière, on a aussi un autre document qui là est plus la frise chronologique où le parent peut inscrire les premiers éléments visibles au départ où c'est les absences perlées ou les troubles somatiques, le jeune qui tous les dimanches soirs ou lundi matin a mal au ventre, ne peut pas aller à l'école tout seul, se réfugie à l'infirmerie chaque lundi matin à la reprise scolaire, ou sur les rentrées aussi, après chaque coupure de vacances et de grandes vacances, le jeune a des difficultés à retourner à l'école. Tout ça, c'est des éléments qui sont visibles et on va essayer de trouver un peu tout ce qui a, tout ce qui a été vécu par la famille, le début des soins, les périodes d'amélioration, les périodes de dégradation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui peut aider à la famille à mettre en lumière toute l'histoire des difficultés du jeune et les moments d'incompréhension ou de souffrance aussi chez le parent. Donc, du coup, on parle bien sûr de l'impact familial. C'est aussi pour ça que c'est les parents et non pas les enfants qui viennent au groupe, qui viennent en consultation, qui viennent aussi. L'idée, c'est d'ailleurs, il y a des parents qui nous disent mais pourquoi c'est à chaque moment qu'ils doivent me déplacer et jamais mon fils ou ma fille. Donc, on essaie de faire comprendre aux parents que surtout si le jeune, lui, ne veut pas, refuse ou ne peut pas aller à l'école, ou refuse ou ne peut pas aller vers le soin, le parent, lui, peut prendre en main aussi une partie du problème en essayant de résister à sa manière. Et donc, les outils sont vraiment des outils pour le parent et non pas destinés qu'à l'enfant. C'est comment le parent peut exprimer ses émotions, mettre en avant ses difficultés, essayer de les comprendre. Et ça sera aussi de se faire entourer, de trouver du soutien, de prendre soin de soi. Voilà, c'est ce genre de choses. Après, l'idée, c'est de se dire que de toute façon, les difficultés du jeune impactent de manière importante l'ensemble de la famille, le jeune lui-même, et que si effectivement ce jeune ne peut pas se mobiliser, le fait que le parent puisse, lui, changer de posture, prendre soin de lui, se mobiliser, etc., va forcément avoir un impact sur la dynamique familiale et ça va forcément avoir un effet sur la position que peut prendre l'enfant, sur les capacités de l'enfant, et ça va forcément faire bouger quelque chose dans ce système familial. Donc c'est aussi ça, que les parents puissent se mobiliser, c'est aussi permettre aux jeunes de pouvoir se mobiliser parce que de toute façon, la relation, elle se joue pas tout seul, elle se joue au moins à deux, et que si dans la relation on change de posture, on amène l'autre forcément à changer sa posture aussi, et de même dans le système familial, si un membre de la famille change de posture, l'ensemble de la famille va devoir se positionner de toute façon, trouver un nouvel équilibre pour pouvoir
pour continuer d'être en relation. Ou même en l'absence de mots ou en l'absence de positionnement, ça dit déjà quelque chose du jeune. Je continue. Non, possible. Après, on parle de réseaux sociaux aussi. Là, sur ce programme-là aussi, alors bien sûr qu'il y a des connexions, des ponts avec les groupes de résistance non violente pour les parents et d'enfants à comportement tyrannique, qu'on fait déjà depuis 5 ans, je crois maintenant. Il y a des connexions puisque la RNV s'applique à beaucoup de situations, dans beaucoup de familles. Là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la communication et la posture basse, ou le fait de pas réagir à chaud, quand par exemple le jeune promet que la rentrée après les vacances de Toussaint, il va pouvoir retourner à l'école comme c'était prévu, comme c'était organisé avec la scolarité adaptée, le service de soins. Finalement, les vacances commencent à trouver un peu, avoir un peu le bout, et puis le jeune, le dimanche soir, ne peut pas, avec des grosses manifestations d'angoisse, des choses corporelles aussi organiques, ne peut pas se rendre en cours le lundi matin. Le but, c'est pas, donc c'est, là, à ce moment-là, ça sera d'accompagner le parent sur quoi dire, quoi faire à ce moment-là. Est-ce qu'il faut que je force mon enfant à y aller, je vais dans la voiture et je le dépose à l'école? Est-ce que, au contraire, je vais essayer de trouver les mots pour essayer de le rassurer, essayer de trouver aussi du relais, donc appeler l'école ou faire appeler le jeune à l'école, euh, faire venir quelqu'un à la maison, ça peut être un proche de la famille, appeler le travailleur social ou le soignant en libéral, tout ça à ce moment-là pour essayer de trouver des astuces. Et aussi, c'est aussi de travailler autour des leviers, c'est-à-dire comment ne pas rendre à chaque fois, à chaque difficulté du jeune pour aller à l'école, donc qu'il soit déscolarisé, ne pas rendre ces moments à la maison où le jeune est tout seul et que tout le reste de la famille va à l'école ou au boulot, de pas le rendre trop non plus agréable. Alors je m'explique, c'est que le jeune est à la maison, du coup il va pouvoir aussi, une fois qu'il sait qu'aujourd'hui il va pas à l'école, il va être beaucoup plus rassuré. Et après, ben, il va pouvoir aussi, certains jeunes vont pouvoir sortir dans la rue, rejoindre des copains, aller devant le collège pour voir les copains, parce qu'il sait que maintenant il va pas aller à l'école aujourd'hui. Il va pouvoir aussi passer sa journée sur les écrans, manger à n'importe quelle heure, ne pas participer aux tâches ménagères de la maison alors que les parents vont rentrer tard et ses frères et sœurs aussi. L'idée, c'est aussi de travailler cette communication-là avec certaines exigences, remettre aussi un peu d'autorité parentale dans ces moments-là, sans forcément venir douter de la souffrance du jeune, qui est réelle. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc le jeune, si a des difficultés pour aller vers le soin, c'est quels soins peuvent venir à la maison. Si le jeune a des difficultés aussi, des troubles anxieux pour d'autres moments que la scolarité, c'est comment l'accompagner dans sa gestion du stress, avec des exercices progressifs, c'est-à-dire eh bien déjà sortir dans le jardin, aller promener le chien, laisser rentrer quelqu'un à la maison et discuter avec cette personne-là, aller à l'école avec quelqu'un jusqu'au portail, et par exemple même si c'est le dimanche, et revenir jusqu'à la maison. Tout ça, c'est par étapes. Alors, c'est des choses qui vont s'inventer au fur et à mesure et avec les capacités du jeune et des parents. Et du coup, on essaie un peu d'aider les parents sur la connaissance du réseau d'accompagnement de ces troubles anxieux et de ces enfants-là, que ce soit au niveau social, associatif, médical, scolarisation adaptée, quoi de plus, donc de sensibiliser aussi la famille, l'entourage, pour pas à chaque fois venir stigmatiser le fait que ah, t'as encore déçu tes parents, t'es pas allé à l'école, ça c'est embêtant, tu l'avais promis. Vraiment essayer de travailler cette communication plutôt positive dans ces moments-là, même s'ils sont compliqués, pour essayer de travailler progressivement et d'en voir un peu le bout, quoi. Euh, Après, du coup, sur les moments, la troisième séance, le sit-in, voilà, vraiment essayer de reposer aussi, de se faire soutenir sur le fait de la communication à froid. À un moment où ça a été compliqué, un moment de blocage, ou même des fois de crise, de position,
comment communiquer de manière basse, à quel moment le plus opportun, qui fait intervenir à ce moment-là quand le parent n'est pas le mieux placé ou est encore très affecté par ce qui se passe, qui fait rentrer dans la maison pour faire passer le message aux jeunes. C'est ça. Après, l'idée, c'est quand même de manière globale, hein, parce que là, on rentre dans le détail des différentes thématiques des groupes, mais de manière globale, en fait, on a quand même beaucoup de parents qui décrivent des situations où le jeune, hors de cette problématique de scolarisation, sont des jeunes qui sont plutôt dans un quotidien adapté, qui posent pas de problèmes majeurs, qui sont mignons, qui participent aux tâches quotidiennes, et donc finalement, une fois que les parents se lâchent sur la question de la scolarité pour essayer de trouver des solutions en amont, sont dans une relation tout à fait apaisée avec leurs jeunes et mettre en place des choses pour revenir sur la question de la déscolarisation, ça vient aussi mettre à mal les familles. Ouais. Et ne serait-ce que permettre aux parents, à travers ces groupes, de comprendre cette question de l'anxiété et pouvoir leur permettre de pouvoir percevoir qu'effectivement, ce jeune-là qui tout d'un coup, le lundi matin, a dit pendant tout le week-end qu'il allait aller à l'école et qui le lundi matin a des maux de ventre très très importants qui disparaissent comme par magie au moment où le parent dit ben, c'est bon, là on arrête, on n'y va pas. C'est vrai qu'en tant que parent, des fois on se dit quand même peut-être que c'est de la comédie. Mais ces manifestations somatiques sont réellement en lien direct avec cette angoisse massive de se rendre à l'école. Alors après, il faut évaluer ce qui appartient de... Mais de manière générale, c'est quand même, ces parents décrivent quand même ces situations avec des jeunes ensuite qui peuvent être en difficulté pour pouvoir dire qu'est-ce qui fait émerger cette angoisse et à quoi peut être attachée ces angoisses. Alors d'autres, c'est plus évident, par exemple suite à des situations de harcèlement ou des vécus extrêmement traumatiques dans le cadre de la scolarité. Et donc, ne serait-ce que pouvoir échanger sur cette psychopathologie, sur ce qu'il y a derrière la déscolarisation, avec tous les troubles qui peuvent être associés et où il peut y avoir différentes j'allais employer un terme, différentes origines, en fait, dues au trouble, ne serait-ce que ça permet déjà aux parents de poser les choses. Et ensuite, bien sûr, ce qu'on essaye d'accompagner dans ce groupe, c'est que le parent puisse prendre soin de lui, puisse s'autoriser à pouvoir reprendre en main sa vie, parce que souvent, ils la mettent complètement entre parenthèses. Et que ça va aussi participer à l'amélioration du bien-être de l'enfant, de voir le parent qui a aussi une vie à l'extérieur, parce que c'est des enfants qui vont, de par leurs problématiques, amener l'ensemble de la famille à se replier et à ne plus sortir à l'extérieur. Le parent parce qu'il peut avoir honte d'être confronté au regard extérieur. Comment je vais expliquer si jamais on me demande qu'est-ce que fait mon enfant, comment je vais expliquer qu'il n'est pas scolarisé depuis des mois et des mois. Et donc ça amène quand même des situations où les parents vont avoir tendance à s'isoler, se replier et vont se sentir extrêmement coupables de ne pas pouvoir aider leur enfant et extrêmement honteux de se retrouver dans cette situation. Et donc le groupe est aussi là pour mobiliser les parents, pour leur permettre aussi de prendre conscience qu'il est important qu'eux aussi puissent avoir une vie à l'extérieur et puissent, par exemple, s'autoriser à sortir, même si l'enfant ne peut pas aller au restaurant avec eux parce que c'est trop compliqué pour lui de sortir de la maison, qu'ils puissent, eux, s'autoriser, parce que c'est important pour l'enfant qu'il voit que le parent a aussi une vie à l'extérieur et que la vie ne se passe pas uniquement au domicile. Donc, et que ça va participer aussi au renforcement de la présence parentale dans le quotidien et que ça, c'est indispensable pour accompagner et soutenir son enfant. Donc, en fait, c'est tous ces aspects-là. Et moi, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est aussi la rencontre et c'est surtout, je pense,
la rencontre des parents, entre parents, et le fait de, dans cet endroit-là, peut-être c'est la première fois que les parents peuvent dire leur vécu et peuvent commencer à parler de leurs difficultés, et que déjà là, ils peuvent s'apercevoir par l'expérience d'autres parents que le fait d'en parler à l'extérieur, de mobiliser un réseau, d'être soutenu, c'est possible parce que d'autres parents l'ont fait et que c'est aidant, que ça va permettre à ces parents de sortir de cette dynamique de repli qui s'installe malgré eux dans leur quotidien. Et peut-être que la force du groupe, c'est pas peut-être, c'est sûr, la force du groupe, c'est vraiment ça, c'est l'aide que peuvent s'apporter les parents La pérédance. entre eux. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que vous faites très bien depuis le début sur l'association, quoi. C'est le fait de lutter contre le sentiment d'isolement des parents. On le voit bien. Souvent dans cette méthode-là, on parle cette fois souvent peu de la scolarisation, de la scolarité. On va parler aussi des relations sociales du jeune. On va essayer de positiver ou d'aider les parents dans ce sens, c'est-à-dire comment faire ressortir le jeune quand c'est pas le cas, comment de manière progressive, y compris aussi pour le lien avec le soin, des jeunes qui ne veulent pas aller vers le soin ou les laissent difficilement rentrer à la maison. Bon là, c'est tout notre réseau professionnel et nos petites connaissances là-dedans où on va essayer d'éclairer les parents sur ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui a pu être mis en place ces dernières années, les équipes mobiles, les parcours aussi, tout ce qui est tous les petits pas de côté que font les soins, les travailleurs sociaux, les gens, les éducateurs, les infirmiers, les choses comme ça, d'essayer vraiment de venir aider le jeune aussi à la maison. Ça accompagne aussi pas mal les parents parce que eh bien, c'est difficile de savoir, de connaître toutes ces astuces. On aide aussi beaucoup les parents on essaie d'éclairer les parents sur le dossier MDPH, ce que ça peut aussi, quels bénéfices il peut y avoir aussi au dossier MDPH, sur les aides, la question de la reconnaissance aussi des difficultés du jeune, par rapport à l'accès à une scolarité, aménagée, voilà. Donc on fait aussi, on avait aussi même réfléchi à faire intervenir une assistante sociale, une collègue à nous de l'hôpital Marchand pour essayer d'aider les parents, et d'informer les parents sur le dossier MDPH. Notre collègue de l'UMES, Pierre, qui est aussi bien calé là sur tout ce qui est aménagement scolaire, hein, tout ce qui est un peu service pilote dans certains collèges ou lycées du département, comme son nom ailleurs, tout ce qui peut exister comme information et comme espace d'accueil de ces jeunes-là. Voilà. Après, donc, ben, comme la résidence non violente en général, l'idée c'est vraiment de permettre aux parents de sortir de l'isolement et des sentiments d'impuissance qui vient vraiment renforcer les difficultés à la maison et qui souvent est un frein au fait d'y voir un peu la lumière au bout du tunnel, quoi. Et ça, on l'a répété tout le long de notre intervention, avec l'image de l'iceberg aussi. Hein. Aucun ne trouve le responsable à lui seul de la déscolarisation et du repli de l'enfant et de l'adolescent. Voilà, un petit factoriel, du coup, c'est assez intéressant d'aller creuser un peu sur les différents facteurs de l'histoire familiale, pas que celle du jeune, en y mettant aussi la fratrie, les éléments autour de la fratrie. Voilà, très bien. C'est une bonne image. L'idée aussi, c'est de se décentrer un petit peu de la question de la déscolarisation. Celle qui fait du bruit, qui pose problème au niveau sociétal. Là, c'est tout ce qui a possiblement caché dessous. Ça, c'était un des exemples de la frise chronologique qu'on propose de donner aux parents et qui se pose un peu sur le fait de la nourrir un peu les éléments de l'histoire, y compris les éléments de rupture au sein de la famille. Là, il y a eu une grosse hospitalisation du parent, une grosse crainte autour du jeune aussi, un accident, un élément aussi un épisode de harcèlement scolaire, dans un établissement scolaire. Qu'est-ce que ça a vraiment vu? Qu'est-ce que ça a marqué dans la vie du jeune et de la famille? Et aussi également, il y a les soutiens.
peut bénéficier la famille, le jeune, les débuts du soin, voilà, tous les faits marquants.